qui est accessible à tous. Tout le monde peut prendre un brevet, le lire, et s'il a les compétences, l'exécuter. Donc ça constitue une sorte de patrimoine commun. On ne vous demande pas votre nationalité, tout le monde y a accès. Ce n'est pas un bien national, c'est un bien mondial. Et c'est vrai de tous les instituts de la propriété industrielle du monde entier. Donc, si on remet tout ça tout ensemble, ça fait un patrimoine technique mondial absolument considérable. Mais ce domaine public n'est pas uniquement construit à partir de ce qui est tombé dans le domaine public au bout d'un certain temps, il est construit aussi à partir de ce que l'on ne peut pas breveter, de ce que l'on n'a pas le droit de breveter. Alors on n'a pas le droit de breveter, par exemple, les lois scientifiques. Vous ne pouvez pas breveter E égale MC2. C'est une connaissance scientifique, vous ne pouvez pas breveter une méthode, parce que là aussi, ça fait partie du patrimoine commun de l'humanité. Vous ne pouvez pas breveter, c'est toujours dans les textes, mais ça n'est plus très vrai, me semble-t-il, et on va en venir là. Théoriquement, vous ne pouvez pas breveter une découverte. Alors, toujours, on donne l'exemple, quelqu'un trouve un nouveau matériau qui existe dans la nature, il fait une simple découverte à ce titre, et ça, c'est pas brevetable. En revanche, si il trouve un moyen pour fabriquer d'une certaine manière des traverses de chemin de fer, il va pouvoir absolument breveter ces traverses de chemin de fer dont la résistance et la légèreté, par exemple, va être tout à fait particulière du fait de la caractéristique du matériau. Mais ce matériau, il va pouvoir être utilisé par tous les autres. Donc, il ne s'approprie pendant un certain temps qu'une application particulière du matériau. Et c'est là où les choses vont se dévier, en quelque sorte, à partir du moment où on va travailler sur le vivant. Dans un premier temps, si on essaye d'aller un peu vite, et si on prend la fameuse affaire Chakrabarty, qui aux États-Unis a été le point de départ de ce qu'on a appelé la brevetabilité du vivant, et il s'agissait d'un micro-organisme qui avait été manipulé, on lui avait mis un gène venant d'ailleurs, il avait été manipulé pour détruire, pour dévorer en quelque sorte les nappes de pétrole en cas de marée noire. Bon. Ça n'a jamais marché parce que ça marchait très bien en aquarium, à la condition de maintenir une température, un machin, un truc. Bon, évidemment dans la mer, ça ne marche pas. Mais l'idée était séduisante et Chakrabarty a breveté sa bestiole. Alors évidemment, l'Office américain des brevets a commencé par le lui refuser en lui disant qu'on ne peut pas breveter des produits de la nature, la manière de dire des Américains est toujours très, très forte, dans une autre affaire du même type, mais différente quand même. Le juge disait « Ces qualités sont l'œuvre de la nature, elles ne sont bien sûr pas brevetables, puisque c'est l'œuvre de la nature. Les brevets ne peuvent pas concerner les découvertes des phénomènes de la nature. Les qualités de ces bactéries sont comme la chaleur du soleil, l'électricité, les qualités des métaux. Ce sont des parties du bloc de connaissances accessibles à tous les hommes. Ce sont des manifestations des lois de la nature, libres pour tous les hommes et qui ne peuvent être réservées à des personnes désirées, qui ne peuvent pas être réservées exclusivement à des personnes désirées. Et avec l'affaire Chakrabarty, comme il s'agit
d'un micro-organisme manipulé, certes avec deux produits de la nature, un gène qui existait dans la nature et un micro-organisme qui existait dans la nature, mais les deux ensemble n'existaient pas. Donc là, la Cour suprême des États-Unis annule la décision de l'Office américain des brevets et dit ce micro-organisme vivant est fait par l'homme, de la main de l'homme, et il est donc brevetable. Donc, à partir de là, on obtient quelque chose qui est limite, mais qui est encore tenable, puisque ce sont uniquement les manipulations très artefactuelles, si vous voulez, qui sont brevetables. Mais très vite, on va s'étendre de tous les côtés. On va s'étendre d'abord parce qu'au début, on dit que ça ne concerne que les micro-organismes. 5 ans plus tard, ça concerne les végétaux, et 2 ans encore après, ça concerne une huître, et 2 ans après, ça concerne un mammifère. Donc vous voyez qu'en l'espace de 10 ans, on passe du micro-organisme à la souris. Alors qu'on avait dit, bah, les micro-organismes, c'est pas gênant parce que c'est comme des petites usines chimiques. On avait pris des vulgarisations scientifiques qui disaient une cellule, c'est comme un organisme chimique. Et pendant tout ce temps-là, les choses avancent très vite sans que le politique s'en rende compte. Par exemple, moi j'ai été confrontée à des parlementaires tout à fait honnêtes qui, bien des années plus tard, me disent mais oh, qu'on brevette des végétaux, tout ça, ça n'a pas d'importance du moment qu'on ne brevette pas les gènes humains. Je vous dis, mais monsieur, ils sont brevetés depuis la fin des années 70. C'est impossible. Je dis, mais l'insuline recombinante, c'est quoi? C'est un gène humain mis. Donc voilà. Et j'ai vu la mâchoire se décrocher, je me suis même fait traiter de menteuse. Et il a fallu que j'apporte le brevet pour être cru, tellement c'était sidérant. Hein, c'était Cyrus Clark. Et je me souviens, il a mis des mois à accepter cette réalité. Bon, donc ça s'est fait d'une certaine manière, de manière subreptice.